Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Pierre-Alexandre et dans cet épisode, nous allons parler de l'application des révolutions Web3 dans l'automobile avec Francis Hachem, CEO de Codnect. Nous allons parler également de l'ICO du CDK Token. Alors, petit disclaimer qui va bien. Cet épisode est strictement informatif et ne saurait donc être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation de conclure une opération. Bienvenue Francis, merci d'avoir accepté cette invitation à nous parler de Codnect, du Web3 et de l'automobile. Alors on va parler effectivement de Web3, de toutes les applications qu'on peut avoir dans l'automobile et ensuite on finira particulièrement sur Codnect et les projets que tu mènes actuellement. Mais je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Ça marche. D'abord, merci Pierre-Alexandre pour cette interview. Ça me fait plaisir de parler du projet et de tout ce qu'on est en train de faire. Donc pour dire deux petits mots sur moi. Moi, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années maintenant dans le digital depuis le début. Donc j'ai eu différentes entreprises dans les services et spécialisées dans ce qu'on appelait à chaque fois les technologies émergentes, dans la mesure où on s'intéressait à chaque fois aux nouvelles technos du web et du mobile dans un second temps. Donc ça pendant une quinzaine d'années et j'ai commencé à imaginer le projet de Codnect il y a 5 ans maintenant, c'était en 2017, mais un peu plus de 5 ans d'ailleurs, 2017, et ça a donné lieu donc à la création de la société en 2019 et puis je t'en dirai un peu plus au fil de l'interview. Ça roule, merci beaucoup. Du coup, avant de commencer dans le Web3, peut-être si tu peux nous raconter la première fois, alors tu as une expérience dans le digital depuis plusieurs années, mais voilà, la première fois que tu as entendu parler du Web3 ou du NFT, des blockchains, etc., ou que tu as lu quelque chose là-dessus, ou que tu as peut-être même expérimenté ce domaine-là, son premier sentiment, voilà, raconte-nous. Écoute, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2014. C'est un de mes anciens salariés qui m'avait parlé de ça. 2014, j'étais encore en plein dans mes activités de service, donc bon, j'ai entendu, mais pas plus que ça. Et puis en 2017, j'ai participé à un groupe, tu sais, qui exposait un petit peu ce qu'était la blockchain, la crypto-monnaie, et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Donc j'ai acheté un petit peu de crypto à ce moment-là, donc sans trop, je dirais, sans trop en faire. Donc j'en ai acheté un peu par-ci par-là, mais sans plus. Et puis j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et m'intéresser surtout à la blockchain dans un premier temps au démarrage de Codnect, donc en 2017, puisque l'objectif c'était quand même de sécuriser les données des utilisateurs. Donc je me suis dit quoi de mieux que la blockchain, on en parle de plus en plus. Et puis le moment est peut-être venu de m'y intéresser encore plus. Et puis au fil de l'eau, effectivement, j'ai appris les NFT, j'ai appris tout ce qu'on connaît aujourd'hui jusqu'au metaverse dont on parle depuis très peu. Donc je dirais vraiment début de l'intérêt 2017. Ok, parfait. Donc justement, voilà, on en parle beaucoup depuis quelques mois là, depuis milieu 2021 là, c'est vraiment une liste de buzzwords, voilà, NFT, métaverse, qui font la une de tous les médias. Alors pour toi, le Web 3, c'est plutôt une évolution. Tu en parlais depuis 2014, 2017, une révolution ou même peut-être un feu de paille finalement. Il faut faire attention avec ça. Alors, j'écarterai tout de suite le concept de feu de paille. Je pense que c'est on va dire, c'est une révolution. C'est quand même une évolution du web. Ça, c'est indéniable. On a connu le web statique avant 2000, on a connu le web dynamique ensuite, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Et puis là, je dirais que le Web 3, c'est une sorte de web un peu plus engageant et plus immersif, notamment avec le metaverse. Mais je pense que c'est une révolution qui donne, ou c'est une évolution qui donne lieu à une révolution de l'Internet. Mais dans tous les cas, je pense que c'est en tout cas une nouvelle, on va dire, c'est un nouvel Internet, une nouvelle façon de voir l'Internet, de l'exploiter et de le vivre dans les mois et années à venir, de le vivre au quotidien. Alors justement, effectivement, une évolution, j'avais aussi effectivement identifié cette évolution du Web 1 au Web 2 au Web 3 et justement ces composantes-là, blockchain, crypto, NFT, métavers, t'en parlais un peu, comment elles vont, on va dire, impacter notre quotidien, on va dire, de manière tangible? Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se chercher. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, on se cherche un petit peu.
j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à voir émerger des concepts qui ont trait à la réalité. Alors, je dis que ce sont jusqu'à maintenant, en fait, il a fallu vulgariser quelque part, il a fallu faire rêver, il a fallu sortir un petit peu du concept trop geek de la chose. Donc, quand on parle de NFT artistique, etc., même si au départ on avait ces NFT un petit peu pixelisés, etc. Même aujourd'hui on les a encore, mais qui faisaient geekos pour le coup. Les gens commencent à comprendre ce qu'est le NFT. Ils commencent à se dire ah bah tiens c'est de l'art digitalisé. On peut acheter une toile, mais on peut aussi acheter un NFT. La seule différence c'est que ça n'est pas physique, c'est digital. Et puis au fur et à mesure on se dit bah tiens le NFT, si on reste dans le milieu de l'art, on peut se dire le NFT c'est la certification de mon œuvre physique. Et puis là, on commence à mettre un petit peu un pied dans le monde réel. Et puis du coup, on comprend parfaitement que le NFT, ça peut être la reproduction d'un bien matériel. Voilà. Et je pense que à travers ça, à travers le NFT, à travers bien d'autres concepts, on commence à voir dans quelle mesure on peut appliquer justement ces concepts virtuels à un autre monde réel et comment on peut commencer à mettre en place des traits d'union entre ces deux univers. Et au fur et à mesure, les entreprises vont commencer à appliquer la chose, vont commencer à comprendre l'impact que ça peut avoir sur notre vie au quotidien. Et puis de là, on va avoir des use cases qui vont émerger et qui ont déjà commencé à émerger. Et on le fait, nous, justement, chez Connect. C'est quelque chose qu'on commence à employer. Donc, je pense que ça va se développer de plus en plus. Alors effectivement, il y a peut-être des stratégies aussi adaptées pour les marques, peut-être B2C, mais même en B2B, peut-être effectivement, on va notamment pour Connect, mais en B2C, voilà, il y a effectivement cette partie expérience client, peut-être nouveaux médias aussi à explorer, l'aspect finalement utilitaire aussi qui peut être là. On va peut-être sûrement l'évoquer dans cette prochaine partie où on va parler plus de l'univers automobile, justement, dans lequel il y a beaucoup de choses en cours, beaucoup de choses qui ont été faites là et annoncées. Alors Lamborghini qui a fait son NFT à base de fibres de carbone envoyées sur la station internationale, Alfa Romeo qui parle de traçabilité, Hyundai qui a créé un métaverse sur Roblox, Alpine qui a sorti un fan token avec Binance. Il y a pas mal de choses qui se passent. C'est quoi ton regard sur ces expérimentations ou ces projets ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le côté un petit peu toujours, je dirais, artistique, de collection, etc. Et certains le font dans ce sens. Et puis il y a le côté suivi, traçabilité, vie d'un produit. Et je pense que les applications à venir vont plutôt être dans ce sens-là. Ce qui n'empêche pas de continuer à avoir des NFT de collection. Aujourd'hui, on peut très bien acheter, j'en sais rien, on peut acheter la jante de telle voiture qui a fait telle course. C'est un objet de collection. Pourquoi ne pas acheter le NFT d'une partie d'un véhicule exceptionnel pour être le seul à l'obtenir? Pourquoi pas? Mais je pense que l'avenir va être justement dans l'exploitation des NFT pour une utilité, et la traçabilité en fait partie. Aujourd'hui, stocker des informations dans un NFT, c'est permettre justement la traçabilité du bien et du véhicule en question. En l'occurrence, donc c'est ce qu'a fait Alfa Romeo, enfin c'est ce que fait Alfa Romeo avec son dernier modèle de SUV. Et je pense que ce type d'application va être amené à se développer beaucoup plus. Alors justement, si on se base sur ce concept-là d'Alfa Romeo, en fait, cette stratégie en fait du constructeur à créer quelque chose pour tracer les véhicules, finalement peut-être aussi conserver la fidélité de ses clients, peut-être tout au long de la vie du véhicule, puisque j'imagine que pour mettre à jour le NFT avec les passages ateliers, avec le suivi, voilà, va falloir forcément passer chez Alfa et pas chez un autre réparateur ou un autre réseau d'entretien. Alors oui, je pense que la volonté d'un constructeur comme Alpha, c'est effectivement c'est peut-être à ces fins-là, et c'est de conserver le suivi du client et le fidéliser au maximum. Maintenant, un propriétaire de véhicule ne conserve pas son véhicule ad vitam. Ça, ce sera jamais vrai. On est surtout aujourd'hui, on est dans le changement, on est dans l'usage plus que dans la propriété. Donc, dans tous les cas, l'usage qu'on avait du véhicule il
10, 15, 20 ans ne sera plus le même à terme. Donc, cette stratégie que de dire je vais fidéliser mon client grâce au NFT, bon, je pense que c'est bien pour lancer, je dirais, le concept du NFT au sein d'une marque automobile, mais ça ne sera pas l'usage à terme. Le NFT va pouvoir servir à bien d'autres choses, peut-être pas à suivre le client, mais à suivre le véhicule. Et c'est là, je pense que les applications seront beaucoup plus riches et plus intéressantes pour les constructeurs, parce que ça leur permettra surtout de suivre du véhicule à travers les différents propriétaires, et donc d'avoir la maîtrise de ce qui se passe sur le véhicule, même s'il passe par un réparateur tiers, par un centre auto ou autre. À mon sens, et en tout cas, nous, c'est notre vision, c'est plutôt vers là qu'il faut aller, plutôt que pour prêcher, je dirais, pour la fidélité de l'utilisateur. Ouais. Bon, en gros, l'expérience utilisateur, ça va peut-être plus se passer sur la partie metaverse, les expériences online, on va dire immersives, etc., plus que sur la partie propriété du fichier électronique, qui a plus une utilité en B2B, sur un suivi justement de traçabilité. Et finalement, les usages vont démarrer à partir du moment où on s'en souciera même plus. Finalement, on ne verra pas ce NFT, ou on le connaîtra pas. Enfin voilà, on n'aura pas de vision sur ce que c'est en fait. Au final, comme aujourd'hui, on utilise des mails, on ne sait pas ce que c'est les protocoles qui sont derrière. Ok, d'accord, super intéressant. Alors, du coup, il y a quand même pas mal de changements, ça nécessite quand même de réfléchir. Dans le Web 3, il y a aussi toute la partie décentralisation, donc la partie DAO, enfin voilà, la partie de donner la valeur aux utilisateurs finalement, et plutôt qu'à des structures centralisées. Et alors, du coup, là, comment ça peut être cohérent, ou en tout cas, comment on peut lier les impératifs des sociétés aujourd'hui centralisées et capitalisées, avec cette ambition de décentraliser, d'aller sur une gestion, on va dire, autonome et paritaire, si on veut, de l'approche business? Je pense que dans un tout premier temps, il faut revenir sur au centre de cette question, et surtout les données, le traitement des données et la propriété des données. Aujourd'hui, les données qui sont exploitées par toutes les entreprises, qu'elles soient entreprises numériques, qu'elles soient entreprises physiques, etc., traitent des données qui appartiennent à l'utilisateur. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, elles font fi de la propriété de l'utilisateur, et pour le coup, ces données transitent et servent à des fins commerciales sans, pour la plupart du temps, l'accord de l'utilisateur. Donc, je pense que la décentralisation va permettre justement de ramener les données, de les rapporter à l'utilisateur, et de lui permettre d'avoir le droit, en fait, de les faire exploiter comme il le souhaite. Et je pense que ça, c'est déjà le premier concept de la DAO, notamment, c'est de redonner un certain droit à l'utilisateur. Derrière, comment ça peut se combiner avec des entreprises plutôt centralisées? Je pense que c'est le fait de redonner le droit à l'utilisateur d'exploiter ses propres données et de les distribuer à qui le souhaite. Ça n'empêche pas les entreprises de les exploiter par ailleurs avec l'accord de l'utilisateur, et de pouvoir générer du chiffre d'affaires sur cette exploitation. Je pense que les deux types d'organisations, centralisées et décentralisées, peuvent quand même cohabiter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire ça de manière intelligente, pour que, une fois encore, on remette l'utilisateur au centre de l'organisation, parce que finalement, la richesse générée par les entreprises vient de l'utilisateur avant tout. Donc, il est quand même beaucoup plus fair de laisser libre choix à l'utilisateur de partager ou pas, et de se dire, ok, si je partage, c'est dans telle ou telle condition financière également. Donc, je pense qu'en tout cas, les deux peuvent coexister, doivent d'ailleurs coexister, parce que moi, je suis pas certain que avoir que des organisations décentralisées puissent fonctionner à 100%. Il faut quand même, on a besoin quand même de réguler, alors pas réguler forcément au sens législatif du terme, mais réguler l'organisation, et il doit y avoir quand même des interactions croisées entre des structures centralisées et décentralisées pour que tout ça puisse se faire de manière juste pour tout le monde. Ok, super, parce que super intéressant. Alors justement, maintenant, on y vient. Alors du coup, là-dedans, Codnect. Alors déjà, si tu veux nous dire ce que c'est, ce que ça permet, et comment ça s'inscrit dans tout ça. Alors, Codnect, avant tout, c'est une application de centralisation des informations du véhicule et son conducteur. Grâce à Codnect, l'utilisateur va pouvoir
gérer en fait son véhicule, toutes les données justement qui concernent le suivi, l'entretien, la relation avec le centre auto, la concession, l'assurance, tout l'univers de son véhicule est géré par l'application et dans l'application. Donc, on va pouvoir derrière le notifier d'un certain nombre d'échéances, lui faire prendre des rendez-vous de manière automatique, etc. etc. Ensuite, la relation avec la blockchain a été très très simple. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. On traite des données. Donc, ces données doivent être sécurisées. Elles doivent être intègres, infalsifiables, transiter sur la blockchain et servir à différentes parties. Ça peut être les constructeurs, ça peut être l'assurance, ça peut être les centres auto. Chacun va pouvoir se servir de certaines données à condition que l'utilisateur l'ait autorisé. Donc dans l'application Connect, il va dire ça je partage pas, ça je suis OK, ça je transmets, et ainsi de suite. Et ces données derrière vont pouvoir être exploitées et enrichies par les différentes parties prenantes de l'univers de la mobilité. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait nous le lien entre blockchain et le monde réel. Et à partir de là, l'idée de tokeniser justement certains services nous a permis de créer notre token, le CDK. Et ce token va permettre de proposer différents services sur la blockchain et off-chain, et notamment, on évoquait les NFT des constructeurs, et bien nous, on va associer en fait un NFT au véhicule de l'utilisateur, justement, et on en a parlé bien avant que Alfa Romeo ne l'ait fait. Bon, je dis pas qu'on leur a donné l'idée, en tout cas, c'est dans le business model depuis le départ. Ce NFT, en fait, c'est très simplement le suivi du véhicule. Toutes les informations du véhicule sont stockées dans le NFT. Lorsque le propriétaire va vendre son véhicule, il transmet le NFT au second propriétaire qui, lui, à son tour, va venir enrichir ce NFT. Donc, voilà, nous, comment on applique l'usage du NFT à l'univers de l'automobile. Ok. Mais donc, du coup, le NFT, il serait vraiment lié à la possession du véhicule. Donc, tu ne pourrais pas vendre, par exemple, le NFT. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à le vendre sans la voiture? Je ne sais pas, mais voilà, tu ne pourrais pas vendre le NFT sans le vendre la voiture. Exactement. Ok, donc il y aura une régulation là-dessus sur le fait que c'est bien lié à la propriété de la voiture. Exactement, Okay. exactement. Et le NFT va servir justement à certifier tout ce qui s'est passé sur la voiture. Et donc, va pouvoir attester et authentifier les entretiens, les réparations, le suivi, le bon suivi du véhicule. Voilà, toutes ces informations seront inscrites sur la blockchain et donc encapsulées dans le NFT. Ouais, donc il y a une foule d'applications effectivement, enfin avec les expertises aussi, enfin les experts carrosserie, la revente, forcément sur le véhicule d'occasion pour être, on va dire un tiers de confiance automatique, sécurisé, complètement infalsifiable, effectivement. Voire même peut-être un peu même de logistique finalement, si on en vient à un suivi de la voiture avant même l'entrée en propriété par le client, on peut même penser à un suivi peut-être logistique. Ça existe, je crois, il y a des blockchains qui font ça. Oui, voilà. absolument. Tout à fait. Alors, et du coup, si c'est lié à la possession de la voiture, il y a quand même quasiment la moitié des véhicules neufs aujourd'hui qui sont vendus en leasing, voire même plus que la moitié en leasing. Oui. Donc finalement, c'est aussi avec les sociétés de location. Qui appartiennent pour la plupart soit à des constructeurs, soit à des organismes bancaires. Voilà, il y a aussi un usage pour eux de ce NFT. Oui, complètement. Absolument, le besoin est exactement le même parce que il faut pas oublier que les véhicules de location sont conservés 3 ans en moyenne, 3 ans ou moins en fonction du kilométrage par les loueurs notamment. Mais une fois que le cap est passé des 25-30 000 kilomètres ou des 3 ans, ils sont ensuite revendus d'occasion. Et donc de toute façon, le suivi doit être le même du premier kilomètre jusqu'au transfert de propriété à un particulier. Donc, même si aujourd'hui, on a beaucoup de leasing, beaucoup de location, etc., le marché de l'occasion reste quand même là et existe. Et donc, le suivi a besoin d'être fait de cette même manière. On a évoqué la vente d'un véhicule entre particuliers, donc la nécessité de certifier tout ce qui s'est passé tout au long de la vie du véhicule. Mais c'est exactement la même chose quand un véhicule est vendu par un garage ou par un leaseur ou par un constructeur pour de la seconde main. Donc, il est nécessaire, oui, d'avoir ce NFT dès le départ, quelle que soit la manière
j'irais de proposer le véhicule au conducteur. Ouais, et puis c'est une manière finalement aussi d'augmenter la valeur du véhicule, d'occasion justement de certifier Oui, sa provenance, son historique, voilà, c'est de manière sécurisée encore et infalsifiable. C'est sûr que ça peut augmenter la valeur de revente, donc des actions remarketing enfin, de véhicules d'occasion par les leasers, exactement. effectivement. Tout à fait. Exactement, et même entre particuliers, parce que le jour tu souhaiteras acheter un véhicule particulier, si le véhicule de ton vendeur a son NFT, il ne pourra pas te dire j'ai pas les factures, mais t'inquiète, Ouais, tout à j'ai fait. fait toutes les révisions. Non, si c'est pas écrit, c'est pas fait. Hmm. Et donc ça vient effectivement certifier la valeur. Et même pour les assureurs vont pouvoir assurer un véhicule en sachant exactement ce qu'ils assurent. Donc un véhicule qui a été entretenu, suivi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les statistiques démontrent que 50% des véhicules vendus d'occasion tombent en panne dans les 6 premiers mois. Donc D'accord. voilà, on vient éviter ce genre de problème. Ouais, ça pourrait même lié à être une Donc le suivi garantie. va Enfin, éviter ce genre de choses. ouais, pour être Absolument, lié à des exactement, garanties exactement, qu'on fait assez souvent dans les concessions automobiles, mais forcément sur absolument. la partie C2C, enfin particulier à particulier, C'est ça, c'est toujours plus la loterie. exactement. Ok, et alors du coup, bah, voilà, plein d'usages aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, les utilisateurs. Maintenant, sur le token, CDK, tu en as parlé un peu, donc les objectifs, les défis que vous avez avec ça? Écoute, l'objectif, c'est surtout de le proposer à tous les constructeurs du monde. Donc certains ont leur propre NFT maintenant, mais ça n'empêche pas de travailler avec eux. Notre ambition, en fait, c'est que le NFT soit associé au véhicule à la sortie d'usine. À partir du moment où il est associé à la sortie d'usine, on va pouvoir suivre et tracer le véhicule du premier kilomètre jusqu'à sa fin de vie. Donc ça, c'est une des ambitions, c'est justement d'aller chercher un maximum de constructeurs pour pouvoir nouer des partenariats avec eux. Et le token et l'ICO qu'on va lancer va être, je dirais, un moyen de communiquer instantanément à l'international sur le projet, puisque une ICO, c'est tout de suite international, et ça va nous permettre justement d'avoir une aura et de pouvoir parler du projet beaucoup plus facilement et de nous faire connaître beaucoup plus facilement. Donc ça, vraiment, l'ambition, c'est tous les constructeurs et puis de nouer des partenariats avec tous les assureurs, les centres auto, fait tout l'écosystème du véhicule et de la mobilité et à travers le monde, bien sûr, puisque un véhicule circule parfois en second marché, en troisième marché, dans différents pays. Donc, tous les utilisateurs nous intéressent. Et alors, vous avez peut-être déjà ciblé, alors quand je dis vous, toi et ton équipe, hein, vous avez déjà ciblé Ouais. disons des marchés un peu plus matures ou qui ont déjà un peu plus ciblé ce genre d'innovation? Alors, je dirais naturellement, on commence par la France puisqu'on est français, et puis après on va essayer de s'étendre aux pays frontaliers, mais on a déjà des contacts avec un constructeur aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, je dirais on y va plus par opportunité et par intérêt, puisque même si on veut se lancer en France rapidement, les gros constructeurs sont quand même beaucoup plus lents à intégrer. Il y a des process qui sont beaucoup plus longs. Donc, aller chercher des challengers, c'est parfois plus intéressant. Et des challengers déjà connectés, c'est encore mieux. Donc, voilà. Donc, on a aujourd'hui quelques cibles, notamment aux États-Unis, qu'on va pouvoir attirer beaucoup plus facilement. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, il y a des challengers ou les nouveaux entrants, on va dire, dans le domaine Oui, automobile, les 100% électriques, c'est ça. plutôt d'Asie ou voire pas vraiment nouveaux entrants, mais voilà des Tesla qui sont assez disruptifs sur le marché. On pourrait penser Exactement. potentiellement demain à même des Google qui pourraient arriver sur le marché automobile. Donc effectivement, il y a le secteur qui est chamboulé de toutes parts. Alors entre les spécificités de la logistique et on va dire de l'approvisionnement qu'on a pu connaître dans l'automobile l'année dernière avec les semi-conducteurs, enfin qui est toujours en Ouais. cours, Toujours les en cours, entrées oui.
des nouveaux entrants, la concurrence est exacerbée, et puis finalement aussi les réglementations avec le passage quasi forcé au tout électrique. Il y a beaucoup de choses à gérer, effectivement, avec ces innovations. Ok, ben écoute, en tout cas c'est super intéressant d'avoir ton avis et ton retour sur voilà sur tout ce qui bouge autour de l'automobile et de l'innovation. Peut-être encore une question justement sur l'ICO. C'est des choses qui ont eu beaucoup lieu justement en 2017, 2018. Il y en a un petit peu moins maintenant. Tu sens que ça reprend ce genre de financement, ou c'est par opportunité, comme tu le disais, que vous faites ça? Non, je pense que ça reprend, mais je pense que c'est comme tout, c'est comme je dirais la bulle Internet fin des années 90 où il y a eu plein de levées de fonds à tout va et puis finalement il y a eu beaucoup de nettoyage. Ben là c'est un peu pareil. Ce qu'on a connu en 2017, c'était nouveau, tout le monde levait, il y avait plein d'ICO partout. Et finalement, on en est revenu. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je peux voir, c'est que les différents ICO qui se montent sont relatives à de vrais projets, donc avec de vraies équipes derrière. Et de plus en plus, il y a justement un lien avec la vraie vie. Donc, on n'est plus sur des alors c'est peut-être péjoratif ce que je veux dire, mais on n'est plus sur des ICO lancés par des geeks, des gamins de 18 ans et puis qui disparaissent rapidement après. Non, on a des vrais projets avec des entreprises qui ont pignon sur rue. On est dans des ICO beaucoup plus saines et qui, une fois encore, qui servent à de vrais besoins et qui sont là pour développer de vrais marchés. Nous, en tout cas, on l'a fait dans ce sens. Aujourd'hui, dans cet univers que tu évoquais, qui bouge énormément vite et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses très disruptives qui se passent dans le secteur automobile et la mobilité. On a besoin aussi d'aller très, très vite. Pour ça, une ICO, c'est l'idéal parce que au-delà de l'aspect financier, il y a surtout le fait de pouvoir toucher l'international très rapidement. Et ça, moi, j'insiste vraiment là-dessus. Je me sers aussi de ça pour pouvoir répandre la communication de Connect à l'international et ce très 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 vite. Donc il y a un peu d'opportunité bien sûr, mais il y a un vrai besoin et le besoin c'est d'aller très vite dans ce marché qui bouge énormément. Oui, ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup pour tout merci ça. À toi. Merci pour ces explications. Et je pense qu'on peut vous suivre peut-être sur LinkedIn, sur Oui. Twitter. On est présent effectivement sur LinkedIn, sur Twitter, sur Telegram, sur le site web. Alors, on a le site de Connect, donc www.connect.com, et on a également le site de l'ICO, donc c'est www.cdktoken.io. Donc là, ça concerne le token plus particulièrement, mais les deux sites sont liés l'un à l'autre. On retrouvera les informations sur les deux sites dans tous les cas. Okay. Avec plaisir pour répondre à toutes les questions qui vont bien pour ceux que ça intéresse. Ok, ça marche. Et ben merci beaucoup à toi, Francis, et puis à bientôt. Merci Pierre-Alexandre. Merci beaucoup. À très bientôt.